Bonjour et bienvenue sur l'Interface, votre nouveau média en ligne, et l'émission Grand Angle, l'émission qui se plaît à décrypter les enjeux de l'actualité nationale, internationale et religieuse. Le programme de l'émission du jour, 3 sujets importants sur lesquels nous voulons prendre le temps de discuter sur le plateau. À un an des élections présidentielles, nous allons discuter sur la gauche. Pourra-t-elle relever le défi de l'unité? Et nous ferons notamment un focus sur le parti premier en tête des sondages à gauche, la France Insoumise. On discutera également sur ce grand rassemblement dans différentes grandes villes de France et d'Europe, la Marche pour Jésus. Que veut dire encore cet événement aujourd'hui et qu'est-ce que nous pouvons en penser de témoignages de la foi dans l'espace public? Et puis, on terminera en parlant de sport. À la veille du lancement de la Coupe du Monde 2026, quelles sont les réelles chances de la France et quelles sont les nations en compétition pour le sacre final? Pour discuter de ces grands sujets, je suis accompagné de formidables chroniqueurs sur le plateau. Cynthia, bonjour, comment allez-vous? Très très bien, et vous, c'est mieux. Je vais bien, merci également. Et Yann, bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Très bien, alors entrons sur notre premier sujet. À moins d'un an en réalité des prochaines élections présidentielles, on est à peu près à 10-11 mois, on veut faire un tour d'horizon sur la capacité de victoire possible de la gauche dans son ensemble ou du parti de Jean-Luc Mélenchon avec la France Insoumise. On fait un petit retour en arrière, 2024, nous avons vu une dissolution qui a mis en lumière la fracturation du pays en 3 blocs. Un bloc de gauche, globalement, un bloc du centre ou du centre-droit, et un bloc de droite qui tend plus vers l'extrême droite. Aujourd'hui, il semblerait que l'enjeu d'une victoire pour l'un de ces blocs, c'est celui de l'unité. On a vu depuis des mois la saga de la gauche, avec des tentatives d'union, des tentatives de prise de leadership par le Parti socialiste, par le parti de Jean-Luc Mélenchon, et même par Raphaël Glucksmann. La question qu'on veut d'abord se poser, quel est votre regard aujourd'hui sur la gauche en général et sur la possibilité d'une victoire de l'un des partis de gauche en 2027, Yann? Pour l'un des partis de gauche, s'il ne devait y en avoir qu'un seul, ce serait effectivement la France Insoumise. Au regard des scores et de la dynamique enclenchée, je pense que ce serait effectivement ce parti-là. Maintenant, je pense que le travail serait plus facile s'il y avait une unité derrière la gauche que en partant en cavalier seul. Cynthia, votre regard sur les différents partis de gauche, on cite le Parti communiste, on cite le Parti socialiste, les écologistes, la France insoumise sont les gros partis, puis après, voilà, il y a des, pas dire des sous-partis, mais des partis qui peuvent encore se greffer à ce qui se fait déjà actuellement. Est-ce qu'il y a une possibilité que l'un de ces partis puisse remporter cette présidentielle, selon vous? Effectivement, on a un grand favori, en tout cas au niveau de la gauche, ce serait la France insoumise. Maintenant, je trouve que la gauche, l'état de la gauche avec autant de fracturation, c'est vraiment le problème et c'est ce qui fait en fait qu'à chaque élection, ça finit comme ça et qu'ils n'arrivent pas à aller plus loin parce qu'il y a vraiment trop de partis pour moi dans ce côté politique. Après, avec la France Insoumise, on voit déjà Jean-Luc Mélenchon qui a pris les devants, hein, qui s'est déjà positionné comme candidat, avec des contestations même dans son propre parti, parce qu'en fait, en 2022, il avait dit que c'était la dernière fois. Maintenant, il disait que bon, c'était nécessaire, vu la conjoncture actuelle. Ça peut être aussi une bonne stratégie et ça peut permettre, comme il s'est positionné dès le début et un peu en avant-gardiste, ça donne on va dire une impression de solidité, d'organisation et donc d'unité. Donc peut-être que ça peut porter vraiment chance à la France insoumise et donc donner une bonne image et vraiment un esprit de solidarité qui fait que la France insoumise pourrait, je pense, avoir plus de points que les élections précédentes, en tout cas. Après, je suis pas forcément d'accord sur la fracture de la gauche, dans le sens où, de ce que je constate, hein, à part Jean-Luc Mélenchon, j'ai l'impression que, quand bien même, ça reste des partis différents avec des ambitions différentes, mais pour les autres partis de la gauche, il y a quand même une tentative ou au moins des... Ça aboutit rarement. Ça, bah, je pense que ça aurait pu aboutir, et le problème, justement, c'est le problème Jean-Luc Mélenchon. Et Ok, oui. parce qu'en fait, si vous voulez, le groupe de gauche hors Mélenchon, à mon sens, ne fait pas le poids face à la LFI tout seul. Et donc le problème, c'est que la gauche sans la France insoumise, ça, à mon avis, ça n'a aucune chance d'aboutir. Et la gauche avec Jean-Luc Mélenchon, ça pose problème parce que Jean-Luc Mélenchon est clivant et la France insoumise est clivante. Et donc il y a cette ambiguïté, cette difficulté qui fait que
La gauche est comme ça. Alors, elle est dans une situation, c'est vrai, particulière, et on a vu que ce soit de primaire de la gauche, Ouais. qui a été partagée par la majorité des partis de gauche. Le Parti communiste s'est directement exclu de cette démarche. La France insoumise également, disant qu'on a été leader sur les dernières élections. Vous devrez peut-être vous rallier à nous plutôt que entrer dans une primaire qui, dans l'histoire politique française, n'a pas toujours montré que tout le monde se ralliait au vainqueur de la primaire. Mhm. Mais moi, j'aimerais vous interroger déjà, parce que lorsque je vous ai posé la première question, vous avez présenté le parti de Jean-Luc Mélenchon comme étant potentiel vainqueur au moins à gauche, Mhm. sur la totalité du territoire national, peut-être pas. Mais de leur côté, les autres partis ne l'entendent pas comme ça. Oui. Alors, ils disent souvent que la France insoumise est un boulet, que Jean-Luc Mélenchon est un boulet, Mhm. et ils sous-entendent que on a eu Raphaël Glucksmann qui l'a dit la semaine où on tourne cette émission, qu'il a plié Jean-Luc Mélenchon aux dernières élections, Mhm. et qu'aux prochaines, ils vont quand même le faire. Pour vous, il n'y a réellement aucune chance, s'ils arrivent à relever ce défi de la primaire ou de l'union, de pouvoir renverser la vapeur. Moi, je pense qu'ils vont même pas relever le défi de l'union déjà. Ils vont pas réussir à aller au bout de cette Voilà, chose. pour moi, c'est déjà là le problème. Oui. Ils n'arrivent pas à être unis. Oui. Déjà là. Déjà, avec cette sortie de Raphaël Glucksmann, il s'appuie effectivement sur les élections européennes. Effectivement, c'était une victoire, ça on peut le comprendre. Maintenant, je trouve qu'au niveau national, c'est complètement différent par Oui. rapport au niveau européen. Donc déjà, je trouve qu'il y a quand même on peut pas comparer ces deux élections. Maintenant, le problème, encore une fois, comme disait Yann, c'est vraiment l'unité. Ils n'arriveront même pas pour moi à cette unité. Et même le Parti Socialiste, déjà en lui-même, on l'a vu dans les élections de 2022, même choisir un candidat, c'est compliqué en fait. Donc, donc vraiment avoir une gauche unie, pour moi, c'est pas Mais possible. comment vous expliquez que ils sont d'accord sur le fait que la France insoumise ne peut pas représenter la gauche Oui. et qu'ils les ont exclus pour certains de manière plus ou moins explicite de l'arc républicain? Comment vous expliquez que malgré tout, ils n'arrivent pas à se mettre ensemble? D'accord, ça fait des mois qu'ils nous parlent de primaire, Mhm. mais jusqu'aujourd'hui, on l'a pas vu venir, on n'en connaît pas les modalités. Ils ont renvoyé à la rentrée de septembre la continuité de discussion sur sa mise en place. Comment vous expliquez ça? En réalité, il n'y a pas de candidat. On parle de Jean-Luc Mélenchon et de son personnage et du fait que ça peut déranger. Il Mais en incarne. réalité, c'est le seul candidat, en tout cas, qui tient la route en fait, au niveau de la gauche. Parce que même les autres partis, même le Parti Socialiste, ils n'ont pas de candidat vraiment fort. On voit François Hollande qui commence à revenir. Oui. Et en fait, littéralement, à la limite, ce serait vraiment son retour, peut-être, qui ferait qu'on aurait vraiment quelqu'un qui pourrait incarner la gauche. Il n'y a pas vraiment de personnage fort. Et même politiquement, dans ces élections-là, à part Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, c'est difficile d'avoir vraiment un personnage vraiment Fort. fort comme on l'a eu en 2017, par exemple, avec un Emmanuel Macron qui a gravi les échelons. Donc là, on n'a pas ce type de personnage et c'est pour ça, en fait, que c'est compliqué pour la gauche. Ils n'ont pas de candidat, en fait. Yann, vous partagez les propos de Cynthia. Est-ce que pour vous, la difficulté de l'union réside derrière le fait qu'il n'y a pas une figure qui se détache? On a Marine Tondelier, Raphaël Glucksmann, Olivier Faure qui sont en tête d'un petit groupe D'un de petit groupe. personnes, mais qui peut-être n'arrivent pas à transcender le clivage, ou est-ce que c'est une problématique peut-être de programme aussi? J'aurais pas été jusqu'au programme. Pour moi, c'est plutôt une question d'ego. D'accord. Donc, comme disait Cynthia, vu qu'il n'y a pas de personnalité forte qui incarne le reste de la gauche, chacun essaye d'avancer ses pions. Et donc, moi, je pense être le meilleur candidat. Je veux bien qu'on fasse la primaire, mais je pense quand même être le meilleur. Et au final, tout le monde avance comme ça, et donc on avance à petits pas, et au final, il ne se passe rien. Et si à cette primaire, la question moi, que je me pose, c'est est-ce que finalement, ils accepteront réellement le jeu de se mettre tous derrière la Pourquoi personne qui Mais a gagné? Mais je pense honnêtement, hein, si ils sont un petit peu objectifs et s'ils se prêtent une ambition présidentielle pour la gauche, à partir du moment où Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise sont en dehors de ce groupe, je pense que ça va être compliqué. Je pense que même réunis, on peut faire les calculs avec les précédentes élections, la gauche réunie hors LFI ne fait pas, Même pas 10%. ne fait pas le Exactement. cumulé des élections, des voix de Jean-Luc Mélenchon. Donc pour moi, c'est pas sérieux. Et puis, la France Insoumise, elle touche un électorat jeune aussi. Oui. Elle touche la jeunesse. Elle touche une partie aussi de la population française qui est issue de l'immigration. Pas directement immigrée, mais qui est de la première ou deuxième génération. Donc, ça représente une part importante. On voit aussi avec voilà, les élections municipales, il y a
le maire de Saint-Denis, maintenant Bali Bakayoko. Donc il y a des nouvelles figures aussi au niveau même des villes qui représentent ces populations-là. Et moi, je pense que c'est ce qui fait vraiment la différence dans ces élections-là. Ils sont vraiment présents, en fait, la France Insoumise. Et en plus, ils font vraiment du, je sais pas comment on peut appeler ça, du démarchage où ils parlent Un vraiment travail de terrain. un travail de très terrain. important. Et donc, je crois que ça peut vraiment faire la différence. Maintenant, est-ce que ça peut gagner des élections? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je sais que le score sera vraiment, voilà, beaucoup plus élevé que ce qu'on a pu voir auparavant. Après, là où c'est dommage, c'est qu'à mon sens, on aurait pu répondre à cette question si la France Insoumise avait réussi à faire un travail d'unité, comme à travers la NUPES, le nouveau Front Populaire. Ok. Ils avaient, pour les législatives, les dernières législatives, ils avaient un candidat commun pour rentrer à Matignon, si, exactement, si ils arrivaient en tête. Malheureusement, elle n'a pas été nommée par notre président Emmanuel Macron, mais toujours est-il qu'il y avait un candidat qui Effectivement. représentait toutes les forces de gauche. Et personnellement, je trouve que si on avait ce candidat-là qui représentait de la France insoumise jusqu'à l'autre côté de la gauche, là, je pense vraiment qu'on aurait pu avoir une certaine sérénité sur la présidentielle. Alors, je vais revenir sur vos propos, mais juste avant, sur ceux de Cynthia, vous avez parlé de Bali Bakayoko, et c'est vrai qu'il y avait une phrase que Jean-Luc Mélenchon avait dit avec son brin provocateur comme d'habitude, hein. Il vantait les mérites du parti qu'il a mené en disant, est-ce que vous connaissez d'autres partis politiques en France dont on est capable de citer 10 autres esprits brillants? Et il Voilà. disait qu'il a contribué à élever toute une génération de politiciens. Et on voit notamment Bali Bagayoko arriver sur le territoire médiatique, Mhm. le territoire politique, il y Oui. était depuis Depuis un moment, bon bien moment. Ouais. Mais à cette dimension médiatique très importante, on a vu des sondages apparaître comme s'il était le ou parmi les personnalités préférées à gauche. Et on le voit sur certains plateaux être interpellé par des journalistes. Est-ce que finalement, c'était pas lui le meilleur candidat de la France insoumise? Lui, il botte ça en touche, il dit je suis à ma place, je sais quel est mon rôle, et je sais combien nous sommes tous rangés derrière Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que vous pensez que c'est une figure qui aurait pu faire un peu plus consensus, ou est-ce que pour vous, c'est des tentatives de déstabilisation? Tentative de déstabilisation, Ouais. très Et puis clairement. c'est très tôt, hein. Il vient aussi Non. d'arriver dans l'univers médiatique. C'est trop tôt, je pense, pour tenir ce genre de propos. Après, oui, effectivement, en fait, il y a l'engouement des Bali Bagayoko, il y a la fierté aussi de voir que vraiment quelqu'un vraiment issu de l'immigration comme lui a pu arriver à ce niveau, au Fier- niveau des... Fierté à gauche. Fierté à gauche, oui, Ouais. bien sûr, fierté à gauche. Mais maintenant, comme c'est vraiment, on va dire, voilà, il vient d'arriver, je pense on pourrait pas dire que ça aurait pu être une figure d'unité. Et puis, Non, non, non. C'est beaucoup trop tôt. Beaucoup trop tôt. Bah oui. Et tout à l'heure, vous aviez dit, Yann, que c'était pas sérieux, c'est le terme que vous avez utilisé, d'envisager une démarche de la gauche parmi les autres partis en dehors de la France insoumise, que ça n'aurait peut-être pas d'espoir. Moi, la question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que vous comprenez déjà le sens de cette fracture avec cette ostracisation Oui. du parti de la France insoumise? Ou est-ce que pour vous, vous pensez que ben non, la gauche aurait dû continuer à s'unir avec la France Non, insoumise? je comprends. En vérité, je comprends. Et je sais pas si c'est voulu côté France Insoumise de fracturer au point d'être irréconciliable pour faire cavalier seul, comme je le disais précédemment. Mais en tout cas, je trouve ça quand même dommage. Mais je pense que il gagnerait à avoir un seul candidat pour l'élection présidentielle. Parce que là, on est quand même à une période charnière. La droite et l'extrême droite sont clairement aux portes de la présidentielle. Marine Le Pen, ou en tout cas son parti, enfin Marine Le Pen s'est déjà présentée 3 fois. Oui. On ne sait pas avec son procès qu'est-ce qui adviendra d'elle. Mais toujours est-il qu'elle va se présenter soit une 4e fois, soit ce sera Jordan Bardella qui va représenter le Rassemblement national. Et sur les 3 dernières présidentielles, c'est toujours Marine Le Pen qui était devant Jean-Luc Mélenchon. Aujourd'hui, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas. Il y a un climat social en France qui propulse les idées de l'extrême droite. On en parlait sur la précédente émission avec l'Empire Bolloré notamment. Je pense que on ne peut pas se permettre des manœuvres politiciennes pour tenter quelque chose
dont on n'est pas sûr du résultat. Et Mhm. aujourd'hui, j'ai l'impression que les partis de gauche, enfin, la France Insoumise et les autres partis de gauche jouent un petit peu à ça. On va essayer au culot d'y aller comme ça et on verra si ça passe. Et potentiellement, le risque, c'est que ce soit l'extrême droite qui soit au pouvoir. Après, bon, je vais dire quelque chose qui est un peu idéaliste, mais je pense que c'est parce que les gens font pas la politique pour l'intérêt commun, en fait. Ils font pour eux parce qu'ils ont envie, eux, d'être C'est vrai. à l'Élysée. Ils ont envie que ce soit leur parti qui gagne. Il n'y a pas ce côté où on pense à l'intérêt général. On voit que les extrêmes gagnent. On voit qu'il y a ce climat social qui accentue l'extrême droite. On voit qu'il y a un besoin. Et donc, il faut s'unir. Il n'y a plus ce côté-là en politique. Il y a vraiment maintenant une guerre d'ego, ce qui peut se comprendre parce qu'aujourd'hui, en plus, maintenant, les politiques sont sur les réseaux sociaux. Donc, il y a tout un côté. Voilà, c'est l'aura de chaque politicien en fait qui gagne et donc du coup c'est vrai que ça accentue cela, mais je crois que il y a aussi le fait que les gens font plus la politique vraiment pour servir le pays en fait. Moi, je rejoins ce que vous êtes en train de dire et je crois aussi que cette élection, elle est charnière pour l'avenir de notre pays. Elle va déterminer les La suite. 50, 100 prochaines années, qui sait, puisque on n'a jamais vu l'extrême droite aussi proche du pouvoir. Mhm. Et ça, c'est effectivement factuel. Tous les sondages, unanimement, montrent le Rassemblement national en tête au premier tour, voire pour la grande majorité, vainqueur au deuxième tour, peu importe le candidat qui est là. Donc on a un enjeu important sur cette élection, parce que ça aurait été une bascule dans notre pays vers des idées qui n'avaient jamais été des idées au pouvoir. Là où moi je m'interroge, c'est lorsque vous dites que les différents partis de gauche sont en train peut-être de tenter quelque chose qui n'est pas sûr et devrait être dans l'unité. Vous renvoyez tous les partis dos à dos. J'ai l'impression que la France Insoumise, qui a été l'acteur principal de la NUPES, Mhm. c'est qui ont engagé la démarche d'unité, c'est eux qui ont mis en place un programme construit sur la table qui servait de base de discussion. Ensuite, au niveau du NFP, n'étaient pas obligés de le faire. Ils auraient pu continuer à tenter d'écraser les autres partis, mais leur ont permis d'avoir un groupe à l'Assemblée. Ma question, c'est est-ce que cette absence d'unité à gauche et cette fracture autour du personnage de Jean-Luc Mélenchon, est-ce que c'est vraiment la faute en partie de la France insoumise qui n'a pas fait cette démarche, alors que pourtant, ils ont appelé à cet élan d'unité, mais derrière eux, parce qu'ils se considéraient comme étant leaders. Ouais, je pense que justement ce discours, c'est une posture politicienne. D'accord. Je pense que le travail qui a été fait pour la NUPES et pour le NFP, ça a été un très beau travail qu'il aurait fallu poursuivre. Et je pense que le discours qui consiste à dire on a été les premiers, donc vous devez venir derrière nous, je pense que c'est, je dirais presque malhonnête intellectuellement. D'accord. C'est pas parce que vous êtes les premiers que tout le monde doit vous suivre. Au Mhm. contraire, c'est peut-être parce que vous êtes les premiers que vous devez fédérer. Exactement. Mais ça ne veut pas dire que c'est vous qui êtes la locomotive de tête. Il aurait fallu trouver, tout comme le NFP, un profil à la manière de Lucie Castet qui représentait la gauche. Et je pense que là, on aurait Mais été... est-ce que ça aurait été possible de trouver ce profil-là? je pense, oui. D'accord. Vous avez des noms en tête, peut-être? Ah non, j'ai pas les noms, ça c'est le travail de ces politiques. Lucie Gastet, moi je la connaissais pas avant Moi non qu'elle soit plus. nommée, donc je pense que c'est à eux de faire ce travail-là. Mais toujours est-il que un travail vraiment de réflexion de fond, et comme disait Cynthia, un travail qui vise à vraiment avoir pour ambition Les la intérêts du pays. victoire présidentielle à la gauche, des intérêts du pays, je pense qu'on aurait pu trouver un profil. Cynthia, vous pensez aussi que la France insoumise n'a pas été complètement honnête dans sa démarche de fédérer, mais que c'était peut-être une posture qu'ils se sont donné, des mots, mais que dans les faits, ils n'ont pas tout fait pour qu'il y ait cette union de la gauche? Oui, effectivement, je pense qu'il y a ce côté-là, ils n'ont pas tout fait, mais je crois que c'est une stratégie ils ont toujours Oui, été comme ça, oui. de se dégager et d'être vraiment solo en fait. Et c'est d'ailleurs ce qui dérange chez Jean-Luc Mélenchon. J'aurais pas dit ça quand même. Mais non, mais Qu'est-ce que vous auriez dit? Parce que NUPES et NFP, quand même, ils font partie des oui, mais eux, artisans. ils agissent dans l'urgence. Là, quand l'extrême droite est là, à 2 kilomètres, c'est là que là, ils vont vite s'unir. Mais si on parle d'élections présidentielles, où Ah, on est ok. encore à 11 mois, ils vont pas le faire. Ils ont toujours été dans ce détachement, dans ce personnage un peu invectif. En fait, c'est ça la France insoumise. Mhm. Donc d'un côté, moi, j'ai envie de dire, ils vont pas perdre leur identité. Si c'est ce qu'ils sont, Mhm. pourquoi pas? Et ça se détache aussi du reste de la gauche. Le reste de la gauche n'est pas vraiment comme ça. Donc ça peut se comprendre qu'ils n'arrivent pas à s'unir.
Maintenant, après, c'est peser les intérêts C'est et ça. voir ce qui est le plus urgent. Et C'est c'est ça. là où moi, je rejoins sur le fait que la politique, on le fait plus maintenant pour les intérêts du pays, mais on le fait juste pour être à l'Élysée. Oui. Alors, dernière question avant de clore ce sujet, parce que on parle de cette fracture qui existe aujourd'hui entre la gauche et la gauche radicale incarnée notamment par Jean-Luc Mélenchon. Mais derrière la question de la guerre d'ego, il y a aussi des sujets et des thématiques qui ont été présentés comme des réels points de rupture. Mhm. Je pense notamment à des accusations d'antisémitisme Oui, oui, c'est contre vrai. Jean-Luc Mélenchon. Je pense notamment à l'affaire Quentin Derenque, où on a accusé la France insoumise d'avoir finalement contribué indirectement à la mort de ce jeune militant qui avait les idées qui étaient les siennes, parce que proche de la jeune garde, qui luttait également dans la rue, avec des moyens, selon eux, d'autodéfense citoyenne. Mais a priori, c'était des membres de la jeune garde qui étaient dissoutes, qui étaient responsables de la mort de... Donc on a différents sujets qui sont quand même des sujets Important. importants. Mhm. Est-ce que pour vous, ce n'est pas une excuse valable pour mettre de côté cette personne-là? Non. Là, on fait un focus sur la gauche. Si on dézoome un petit peu et qu'on regarde côté droite et côté extrême droite, les accusations qui concernent le Rassemblement national, au niveau du racisme, au niveau des néo-nazis qui sont dans leur parti politique, aujourd'hui, ils ne bénéficient pas de la même tribune qu'on veut faire dès qu'il y a un petit sujet qui sort concernant la gauche et la France insoumise, qui est monté en épingle dans les journaux. Juste le dernier événement en date, pour moi, c'est Bali Bagayoko qui, le soir de son élection, n'a rien dit. Voilà, au final, c'est ça. Hein, il a rien dit et pendant 3 jours, il passe en boucle dans les journaux pour dire qu'il a dit c'est la ville des Noirs. Ça, c'est parce que c'est la France insoumise. Le Rassemblement national, ils ont des candidats qui sont très problématiques, des députés qui sont très problématiques, des électeurs qui sont très problématiques. On leur fait pas le même procès, les mêmes tribunes. Donc pour moi, ça, c'est des prétextes et qui ne servent au final que un seul objectif, à mon sens, c'est décrédibiliser la gauche et la France insoumise et Alors, crédibiliser. je veux bien comprendre ce que vous voulez dire. Vous n'avez pas dit ce que je vais avancer là, mais pour comprendre votre idée, parce que moi, je suis en train de vous interroger sur les accusations qui sont, si elles sont avérées, graves, Mhm. d'antisémitisme Ouais. et de, on va dire, complicité de meurtre de manière indirecte. Est-ce que vous êtes en train de dire que ces accusations peuvent être vraies, mais c'est pas grave, soyons unis, ou est-ce que vous êtes en train de dire que ces accusations elles sont fausses? Je vais Parce répondre. que vous nous renvoyez à l'extrême droite qui a Ouais. aussi des accusations. Est-ce que vous êtes en train de dire que ces accusations finalement donc sont vraies sur la France? Non, ce que je veux dire, c'est que, par exemple, pour la dernière, vous me questionnez sur Quentin Derengue. Oui. Je reprends les mêmes arguments que Manuel Bompard. Où est-il démontré que la France insoumise avait un lien avec ce qui s'est passé? Lui-même, en tant que coordinateur de la France insoumise, il a dit nous condamnons les violences, etc., etc. Donc, pour moi, il n'y a pas de connivence. Ils n'ont pas adoubé ce qui s'était passé. Ils n'ont pas dit c'était un néo-nazi, donc c'est bien fait qu'il soit mort, etc. Donc, pourquoi on continue à discuter de ça alors qu'ils ont condamné? Passons à autre chose. Avançons. D'accord. Cynthia, votre avis là-dessus? Non, je pense pas que c'est ça qui influence. Pour revenir à votre question, je rejoins Yann là-dessus. Après, moi, comme je dis, la France Insoumise, ça a toujours été un parti qui se détache et qui est comme ça, et je crois que c'est dans son identité. Et ça ressemble aussi à la population de maintenant, surtout les jeunes. On voit dans les avis ou même sur les réseaux sociaux, parce que du coup, ils sont très présents sur les réseaux sociaux, la France Insoumise aussi, des avis qui sont toujours très clivants. Et je crois que c'est à l'image de la population d'aujourd'hui, donc c'est cohérent pour moi. Très bien, eh ben, on aura le temps de continuer à parler de la gauche, mais aussi du Mhm. centre et de la droite, puisque l'interface parle de tous les sujets, Oui, bien notamment sûr. les sujets qui rythment l'actualité de notre pays. Et donc, on verra comment évolueront ces tentatives d'unité de la gauche. Et Mhm. si, du côté du centre et de la droite, il y a aussi eh ben, cette candidature commune qui arrive à émerger. On parle de Gabriel Attal, Darmanin, on parle également d'Édouard Philippe. Eh ben, est-ce Eux que aussi, ils ont des problèmes, hein. et ils en Entre ont, moi. et je pense que sur l'ensemble de l'échiquier, finalement, ce sujet de l'unité, ça restera le sujet qui pourra permettre ou non de faire une bascule. Bien Ah, sûr. ben, extrême droite, ce sont
si je puis dire, les bons élèves, hein, Finalement. finalement. Ils ont réussi malgré tout, parce que ce que vous dites, c'est quand même important et il faut saluer. Je sais pas si je parle ça la performance, mais on aime bien dire que le NFP est arrivé en tête des dernières législatives, mais le NFP, c'est une union, Ouais. alors que le Rassemblement national est un groupe d'un seul parti. Mhm. Et en fait, on a un seul parti politique qui pèse autant ou plus que des groupes tout entiers. Donc, il y a Ça quelque explique chose. Mais parce qu'ils ont un objectif, un but, donc eux, ils restent concentrés en fait. Et peut-être, comme Yann nous rappelait, selon les dernières émissions dont on a parlé, peut-être qu'ils ont aussi des relais supplémentaires à Aussi, bien travers sûr, des forces médiatique. médiatiques Effectivement. dont on pourra prendre le temps de parler. Alors nous, on est en train de tourner cette émission la veille du meeting de lancement justement de Jean-Luc Mélenchon avec la France Insoumise à Saint-Denis le Oui. 7 juin. Mhm. Mais aujourd'hui, à l'heure où nous sommes en train de tourner, il y a la marche pour Jésus, rassemblement national et international de chrétiens. Alors en réalité, à majorité protestante, bien qu'il y ait encore cette démarche d'unité, finalement vers l'Église catholique qui est mise en place par les organisateurs du mouvement, avec la volonté tout simplement de témoigner sa foi. Témoigner sa foi en Christ, en déambulant dans les rues parisiennes en l'occurrence, mais dans plusieurs autres grandes villes de France. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que vous avez déjà assisté à ce type de rassemblement et quel est le regard que vous portez sur le fait de pouvoir librement témoigner sa foi dans l'espace public avec une ambiance festive et bien sûr des autorisations préfectorales pour pouvoir mettre. Cynthia, qu'est-ce que vous en pensez? Ben, je trouve que c'est merveilleux de pouvoir témoigner sa foi. Franchement, on est dans un pays de droit, encore une fois. Donc, c'est une liberté fondamentale. J'aime les libertés fondamentales, je le dis à chaque émission, mais c'est vraiment important. Donc, effectivement, ça fait plaisir. Maintenant, personnellement, moi, j'ai jamais assisté D'accord. à ce type d'événement, mais effectivement, on voit les jeunes, notamment ces 3 dernières années, qui sont très impliqués dans la marche pour Jésus. On voit une augmentation dans les villes, Oui. Lyon, Paris, Strasbourg. Donc, effectivement, c'est vraiment un mouvement qui fonctionne et qui permet aussi de fédérer, je crois, et d'enlever un petit peu les titres et les dénominations. Donc, dans un sens, je trouve que c'est une bonne initiative. Maintenant, moi, je reste un peu dubitative dans le sens où je sais pas ce que ça apporte concrètement dans la vie des églises locales. D'accord. Yann, une formidable initiative selon vous. J'aurais pas été jusque-là. Je salue l'initiative. Je salue surtout le pays qui nous permet d'avoir cette initiative. Mhm. Comme disait Cynthia, le fait qu'on ait cette liberté, ça renvoie directement à nos amis, nos frères et sœurs qui sont dans des pays où ils n'ont pas cette liberté. Donc ça, c'est très appréciable. Je n'ai jamais participé à une marche pour Jésus. Peut-être que d'ici là, bientôt, j'y participerai, mais en tout cas, c'est pas encore le cas. Et même question que Cynthia, je cherche encore, à part le fait de marcher, le fruit que ça porte. Alors, effectivement, on salue cette liberté finalement, parce que c'est pas dans tous les pays qu'il y a cette possibilité de le faire. Hein. Ça, il faut le dire. Et chaque année, bon, après, on sait qu'il y a bien évidemment des personnes derrière qui font aussi un travail, j'ai envie de dire politique. Il y a un lobby Mhm. chrétien aussi qui permet d'atteindre ces objectifs-là, mais c'est appréciable finalement de jouir de cette possibilité de témoigner publiquement de sa foi Mhm. dans l'espace public. Alors, la pertinence, c'est tout un sujet. Eux présenteront le fait simplement de pouvoir avoir un témoignage public aux yeux de l'État que il y a des chrétiens fervents et dynamiques encore en France. D'autres courants chrétiens considéreront qu'il y aurait peut-être aussi un sens spirituel derrière le fait de pouvoir marcher, comme pouvaient marcher les enfants d'Israël autour de Jéricho, par exemple. Est-ce que pour vous, euh, on est juste dans de la forme et dans de l'image? Ou est-ce qu'il n'y aurait pas un sens d'un point de vue d'une forme d'évangélisation passive ou de manifestation de la présence d'un territoire, le témoignage chrétien qui reste existant, présent dans l'espace public? On sait qu'aujourd'hui, dans certains films, on sait également que sur certaines chaînes de télévision, on essaye petit à petit de mettre un peu de côté tout langage religieux. Dans un pays qui accentue la laïcité, je crois que effectivement, il faut que les chrétiens montrent qu'ils sont là. Donc ça, c'est un bon argument et c'est bien de penser à montrer que les chrétiens sont présents, effectivement. Et même de voir que c'est en augmentation. Je regardais sur les réseaux sociaux il n'y a pas très longtemps qu'il y avait une augmentation des baptêmes en France. Oui. Donc, effectivement, c'est important d'être présent, je crois, même médiatiquement, même, voilà. Après,
Moi, en fait, quand je regardais un petit peu l'historique de la marche pour Jésus, c'est une marche qui existe depuis 1987, ça fait longtemps. Et vraiment, ça a pris, c'est dans toute l'Europe, Londres, etc. Ça a commencé à Londres d'ailleurs. Et vraiment, ces 3 dernières années, on le voit. Donc, sur Paris, avec ces marches et tout, il y a de plus en plus de monde. Il y a un concert, enfin bref, il y a de la louange. C'est vraiment un travail phénoménal qui est fait. Maintenant, c'est l'unité voilà, on dit qu'on le fait pour l'unité, que c'est pour rassembler. Moi, encore une fois, je trouve qu'on se rassemble que pour des événements d'un jour. Mais il n'y a pas une unité qui dure, je trouve, en tout cas, hein, ou qui, qui a de l'impact dans le mouvement protestant, voire chrétien, voilà, plus généralement. C'est l'unité qu'on fait pour une journée, on marche, très bien, mais après, est-ce que la vie des gens change? Est-ce que il y a vraiment, on voit un impact dans les églises? Moi, non, je vois pas. Mais Ouais. est-ce que l'impact de la foi chrétienne et du témoignage religieux doit forcément toujours se rattacher à une église locale? Je crois que pas forcément. Parce que tous les endroits du monde n'ont pas forcément une église. Donc, si on doit obligatoirement dire qu'il faut une église pour avoir la foi, ce serait compliqué parce que les gens n'ont pas tous rencontré Jésus par ce biais. Maintenant, je crois que c'est une grâce de pouvoir le vivre ensemble et la foi, elle est faite pour être vivre ensemble, Mm. donc en communauté. Maintenant, quand on fait ce genre d'événement, parce que les églises aussi participent. Je sais que nous, dans nos groupes de jeunesse et tout, on encourage les jeunes à participer à ce genre de marche, etc. C'est pour ça que moi, je parle des églises. Parce que ces organisations-là, je ne sais pas si c'est des fédérations, mais c'est des personnages qui sont dans les églises locales. Il faut qu'on voit un impact aussi à ce niveau-là. Ce n'est pas juste faire des marches et s'unir pour une journée. Il faut qu'il y ait une unité durable. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec Cynthia. Moi, ce qui me pose question avec ce genre d'événement, c'est cette unité de façade, le temps d'une journée. On parle d'œcuménisme, on parle d'événements ouverts à toute dénomination chrétienne confondue, des orthodoxes aux catholiques en passant par les protestants. Ok, sur le papier c'est très intéressant, mais si pour 24 heures ça dure et dès le lendemain on retourne chacun dans sa paroisse, chacun dans son monastère, je comprends pas le message qui est véhiculé. D'accord, alors j'entends vos réticences ou vos interrogations sur la pertinence au final de l'action menée sur la durée. Alors, et si on partait du principe que ce type d'action serait le début d'un processus, qu'est-ce qu'il faudrait faire et comment continuer ce mouvement d'unité pour que ce qui soit fait à ce type d'événement eh ben, soit vraiment une marche sur laquelle on peut s'appuyer pour aller plus loin? Bah justement, c'est ça à partir du moment où on enclenche ce raisonnement-là, on voit bien que l'Église a plus de 2000 ans. Les clivages orthodoxes, catholiques, protestants, ce sont des clivages qui ont des siècles d'existence. C'est pas avec une marche pour Jésus que ça va être résorbé. Et donc, moi, la question que je me pose, c'est pourquoi faire semblant le temps d'une marche alors qu'on sait que ça ne va jamais être résorbé et qu'on n'ira pas plus loin dans la durée. C'est pas que ça ne va jamais être résorbé, c'est que ça pourrait l'être si, il y avait, si on marchait vraiment dans la vérité et qu'on se parlait en fait et qu'on était vrai. Et Ah, mais à partir du moment où on commence à parler de la vérité, oui. les catholiques sont convaincus d'avoir la vérité, Mhm, les protestants aussi, on s'appuie tous sur la même Bible, et mhm. pourtant on a des interprétations différentes. Euh, c'est factuel. Pourquoi, moi c'est vraiment ça la question que je me pose, hein. Pourquoi le temps d'une journée, pour moi, on fait semblant? Et pour moi, c'est ce qui me pose même problème, c'est le message qui est véhiculé aux participants et à ceux qui regardent la situation. Ils voient une marche où tout le monde marche main dans la main. Quand demain, une personne sera intéressée, allez, en imaginant que ça ait porté du fruit, il y a quelqu'un qui se dit, ah, le christianisme, ça m'intéresse, demain, je vais aller plus loin. Il va aller dans une église catholique, disons. Il va dans une église catholique, quand il va commencer à approfondir, etc., on va lui dire, non, le protestantisme, grosso modo, il se trompe, les orthodoxes aussi, c'est nous qui avons la bonne vérité. Il va aller dans une église protestante, on va lui dire, non, les catholiques, eux, ils se trompent, les orthodoxes aussi, c'est nous qui avons la vérité. Au final, on a trois grands pôles, hein, parce que si on rentre encore dans les Oui, dans les sous-dénominations, on en a sous-dénominations. encore plus, mais Mhm, déjà, on a trois gros pôles qui sont divergents.
Et le message qui est véhiculé, le temps d'une journée, c'est soi-disant on marche ensemble. Alors que dans les faits, on ne marche pas ensemble. Non, mais c'est pour dire qu'on peut être unis malgré les différences doctrinales. Non? Non? Bah non. Non, mais oui, en fait, oui, là, je vois ce que vous voulez dire, mais je veux nuancer dans le sens où la marche en soi, elle est faite pour montrer aux gens que c'est possible de marcher ensemble, quelle que soit nos dénominations, parce que à la fin de la journée, la personne que l'on suit, c'est Jésus. Donc c'est ça le message, en fait. Donc, Attends, ben, ouais, je sais pas. Moi, je suis très perplexe. À la fin, le message, la personne que l'on suit, c'est Jésus. J'ai envie de dire, on peut être très très large alors dans ceux qui sont derrière le cortège, hein. J'ai presque envie de dire, nos amis musulmans, d'une certaine manière, ils ont un très grand respect pour Jésus. on peut faire la marche. Ils pourraient faire la marche si on va jusque-là. Non, mais Ok. moi, je suis très perplexe. Eh bien, je m'attendais pas à ce que vous puissiez orienter les échanges dans cette dynamique, mais c'est ce qui est beau justement avec l'interface, hein, ces différents avis qui se rencontrent Mhm. pour essayer de faire émerger des axes de discernement que chacun se sentira libre de porter ou non dans son cœur. Alors, moi j'ai assisté déjà à la marche pour Jésus, et là où je peux rejoindre ce que vous êtes en train de dire, c'est que la notion de mélange, elle est très discutable. Mhm. La notion d'unité est très discutable. En réalité, ce qui se fait souvent, c'est qu'un groupe de chrétiens qui peut être de la même église locale ou des amis en Christ se réunissent pour aller à cet endroit et restent entre eux. Voilà. Donc on a en fait plusieurs groupes de chrétiens Il faut une marche. qui font une marche ensemble, mais sans forcément énormément d'échanges ou de communion les uns avec les autres. C'est pas forcément dans ce type de contexte que on va aller rencontrer l'inconnu qui est en face de moi, demander en face de soi, demander son témoignage, demander pourquoi il est là, son histoire. En réalité, c'est un truc qu'on vit entre soi avec ses proches qu'on connaît déjà au milieu d'une foule qui partagent plus ou moins les mêmes convictions. Donc, je rejoins en fait Donc, votre idée. c'est un écuménisme de façade là que vous décrivez. Après, c'est l'état de l'Église. Malheureusement, c'est l'état de l'Église actuelle, en fait. Alors, maintenant la question, bon, je vais pas vous interroger sur une phrase qui est sur le site internet dans la section sur l'histoire de la marche, parce que je pense avoir compris votre regard là-dessus. Bon, allez, je l'envoie quand même. Sur la première année, la marche pour Jésus était présentée comme un jour pour changer le monde. 25 juin 1994. J'imagine que vous n'avez pas l'impression que le monde sera changé par cette journée. Non, mais après, c'est bien de l'avoir pour objectif. L'objectif est pas mauvais. Alors, et si l'objectif finalement n'était pas d'abord un objectif pour la sphère religieuse d'unité, mais un objectif de témoignage auprès de la société Ouais, mais c'est encore française et pire, de là. l'espace public. Bah, là-dessus aussi, On peut pas j'ai- témoigner à la société quand nous-mêmes, on n'est pas unis, par contre. Mais est-ce que, Ça me dérange. parce que je ne veux Ça pas me défendre dérange. cette organisation, je veux juste essayer d'apporter voilà, un avis complémentaire dans les Mhm. échanges. Vous avez dit tout à l'heure que le chiffre il est croissant et dans toutes les villes dans lesquelles elle est organisée, oui. il y a de plus en plus de personnes. Est-ce que vous pensez que une institution religieuse, pardon, une institution étatique, Oui. une municipalité, une préfecture, un département, une région, euh, un groupe politique, une association, peu importe, lorsqu'ils sont en train de voir que, ah, cette année, il y a eu 20 000 personnes, cette année 30 000, 40 000, est-ce que vous avez l'impression qu'ils vont s'interroger sur est-ce que ces gens-ci sont vraiment unis au quotidien? Non. Est-ce qu'ils ne sont pas juste en train de voir un groupe qui est vivant, qui existe et qui revendique sa foi avec respect du territoire et simplement, ah, je me souviens qu'il y a cette communauté qui est portée par une vie, par des valeurs et des convictions qui sont capables de témoigner. Et ça, on l'a dit dès le début. On l'a dit justement, moi j'ai salué au début justement le fait que ça permet d'avoir une présence et de montrer aux villes, des villes comme Paris, en plus c'est des grandes villes, des villes comme Paris, Strasbourg, Lyon, et j'en oublie, qu'il y a une communauté chrétienne qui est présente et qui grandit. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Maintenant, la critique que moi j'aimais, c'est sur le fond et sur l'objectif l'objectif de fond en fait. Au niveau, en tout cas si on parle des chrétiens, maintenant effectivement si au niveau de la société on veut juste montrer qu'on est là, l'objectif est atteint, moi je Ouais, pense. pareil. Si c'est juste dire on est là, bon, bah ok, je, je suis d'accord, l'objectif est atteint. Maintenant, je pense que l'ambition devrait être un petit peu plus, aller un petit peu plus loin. Et je pense que en termes de témoignage à la société, je pense qu'il y a des formes qui auraient pu être
un petit peu plus pertinente que juste une marche Quelle avec forme? des concerts. Bah, réfléchissons ensemble, mais je donne un exemple comme ça. Mhm. Une maraude pour Jésus. C'est-à-dire qu'une fois par an, tous les chrétiens se réunissent pour faire en sorte, l'objectif, c'est zéro personne qui ne mange pas aujourd'hui. Et donc tous les chrétiens sortent le même jour pour distribuer dans toutes les villes de France des Bah, à repas. l'échelle des églises, il y en a déjà des maraudes. Oui, mais à l'échelle Avec un impact national. Oui, Ok, exactement. ok, je C'est vois. l'impact qui fera résonner. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Ok. Et donc là, en termes d'impact, je Mhm. pense, on a des personnes qui ne sont pas chrétiennes, qui entendent parler de cette initiative. Il n'y a pas que les chrétiens qui ont le souci de l'injustice et des pauvres en France. Et donc là, on a un témoignage, là, on a une pertinence. Et je pense que ça, c'est un petit peu plus pertinent que juste de marcher et de faire un concert dans les grandes villes de France. Il est donc possible de réfléchir pour essayer d'aller encore un peu plus loin dans la pertinence des actions qu'on pose, Selon moi, en vue, je suis pas un organisateur, mais en vue soit du témoignage public, soit de l'unité. Il y a peut-être des choses à faire, non pas en remplacement, mais au moins en complément pour mhm. aller encore plus loin. Alors, question, et si en 2027 se proposait l'organisation d'un événement, la marche pour Mohamed, est-ce que vous pensez qu'une marche pour Allah aurait sa place dans l'espace public français? C'est une question qu'on se pose, puisqu'aujourd'hui l'islam Pourquoi est pas? une religion en très forte croissance dans Bien notre sûr. pays, Mhm. et avec un groupe de fidèles pratiquants Très forte qui croissance peut, à vous discuter la très forte croissance. très forte croissance pour avoir fait préparer l'émission précédemment. Je pense pas que ce soit le groupe religieux qui a la plus forte croissance. Les évangéliques ont Ils sont un présents en tout meilleur cas. taux de croissance Oui, et le groupe mais athée agnostique a un aussi grand taux de croissance. le groupe évangélique, je crois, si je ne m'abuse, est le groupe religieux qui a la plus grande croissance, Mhm. mais sur un petit volume. Oui, Donc on a un petit nombre de personnes qui se dupliquent très oui. vite, alors que d'autres groupes peuvent avoir une masse très importante qui font que même si le taux de duplication est plus faible, eh ben, ils engrangent quand même beaucoup de personnes. Bon, soit. Ma question ici, c'est plutôt de savoir, Yann, Cynthia, Mhm. est-ce que vous pensez qu'une initiative comme celle dont nous sommes en train de parler pour le volet de la religion musulmane aurait sa place et serait accueillie comme la marche pour Jésus? Si, à partir du moment où la marche pour Jésus existe, était acceptée, je vois vraiment pas qu'est-ce qui légitimerait l'un et délégitimerait l'autre. S'ils veulent le faire, libre à eux. Et je pense que dans un pays laïque, il n'y a pas de préférence pour l'une ou l'autre religion, donc Effectivement. les deux se valent. Il y a pas de sujet, c'est totalement possible. Hein. On est dans un pays où on peut exercer toute foi, donc oui. Mais par contre, là où j'aime bien la question, parce que dans les faits, je pense que Mais si c'est dans les faits dont on est en train de parler. non, mais Parce que dans la théorie, c'est oui, facile dans à la valider. théorie, mais dans les faits, je pense que s'il le faisait, je pense que la couverture médiatique ne serait pas C'est la pas même. compliqué, il faudrait de l'islamisation, Ouais, on irait sur des la grands montée de la titres, radicalisation, voilà. exactement, rien que pour l'Aïd, certains ont occupé des parkings, etc. Donc ça a commencé à faire des articles de Bien journaux, sûr. etc. Donc je pense que l'acceptation du public et de la société, malheureusement pour nos amis musulmans, ne serait pas le même. Eh bien, écoutez, moi, je vais vous partager une émotion qui est la mienne. Alors, je me pose la question de savoir si elle est noble ou si elle n'est pas juste démagogique, hein. Mhm. Je ne sais pas quoi en penser, je vous la partage. Mais souvent, parce que moi, je m'identifie aussi à cette foi chrétienne, lorsque je me vois en train de jouir de certains droits ou certaines facilités dans l'expression de ma foi, et que je me dis que d'autres, dans des religions différentes, ne pourraient pas jouir de cette même facilité, eh ben, je sens une forme de culpabilité et de gêne. Alors, j'irai à la marche pour Jésus tout à l'heure, euh, mais je penserai toujours à celles et ceux qui auraient envie d'organiser ce type d'événement-là dans d'autres fois et qui peut-être n'auraient pas cette même chance que nous pouvons avoir. Est-ce que vous pensez que, il faut juste profiter de ces opportunités que nous avons et en être heureux? Ou est-ce qu'il faut se culpabiliser à cause du traitement de l'islam en France en tant que citoyen ayant une religion comme les autres? Quel est votre avis, vous, là-dessus? J'aurais pas parlé de se culpabiliser pour les autres, mais en tant que chrétien, on a des valeurs qui nous sont chères et notamment l'injustice.
Et à Oui, mon tout sens, à fait. c'est là-dessus où je pense que tout un chacun devrait quand même l'avoir en tête. Il y a quelque chose d'injuste dans le fait que nous soyons très à l'aise et que dans un pays qui se veut laïque, euh, nos amis avec qui on déjeune au travail, etc., avec qui nous passons du temps, pour les mêmes raisons, ne pourraient pas faire la même chose que nous avec leurs propres croyances. Donc là, il y a quelque chose d'injuste dans un pays laïque et effectivement, c'est bien de l'avoir en tête. Je pense que c'est une bonne chose. Moi, J'ai jamais entendu ce genre de sentiment, c'est intéressant ce que vous partagez. Je pense que, comme Diane, il faut avoir ce sentiment que, effectivement, on est chrétien, en tout cas moi qui m'identifie aussi à cette foi-là, et donc l'injustice, ça doit être quelque chose qu'on ne tolère pas. Qu'on Bien combat sûr. même. Oui, normalement. Maintenant, je pense qu'on n'est pas habitué à entendre ce genre d'avis, ou même à le ressentir, même je dirais, parce que on se dit qu'on est dans la vérité, et que naturellement, si on est dans la vérité, c'est normal qu'on ait ce droit-là, et que les autres qui sont pas dans la vérité ne l'aient pas. Donc je pense que c'est pour ça que, même moi, je me suis jamais posé la question de est-ce que c'est normal que d'autres fois ne pourraient pas avoir cette liberté de faire ce type de marche. Je pense que c'est juste parce que on n'a pas ce genre de pensée, mais en soi, si on reste totalement biblique, ben, bien évidemment. D'accord. c'est parce qu'aussi on est dans un confort. Oui. Je pense qu'on peut se permettre de ne pas penser à ça parce que nous, On a le pouvoir, tout va bien oui, pour nous. C'est effectivement. comme on n'est pas concerné par les guerres. Et donc, ce qui se passe à Gaza, on lit 300 morts aujourd'hui. Ah ouais, ok, on passe à autre chose. C'est Alors ça. que ceux qui sont là-bas sur le terrain, les enjeux de la guerre, ils y Mais moi, réfléchissent c'est quelque chose tout qui à m'a fait toujours autrement. dérangée parce que je me dis que normalement, quand on a la foi, la différence avec ceux qui n'ont pas, parce que c'est l'empathie et la compassion Mhm. et la capacité de se mettre à la place de l'autre. Oui. Quand bien même c'est lointain, on doit être en capacité, rien que, on va même pas aller sur Gaza et les 300 morts, juste les chrétiens persécutés, mais qui sont loin de nous, peut-être Oui. qui sont pas dans proches. Juste ça, déjà, il y a vraiment il y a un problème au niveau de l'empathie et de la compassion que j'ai du mal à entendre, surtout dans nos Dans nos milieux. milieux. Et c'est accentué par le fait qu'aujourd'hui, comme partageait Samuel, on fait les marches pour Jésus et on reste entre nous. Parce qu'en fait, on reste entre nous, pourquoi? Parce que l'essentiel, c'est que je vais aller loin dans ce que je dis, mais c'est le nom de l'église qui prime, en fait. Limite, je viens de telle église et c'est ça qui prime, même quand on fait des événements, en fait. C'est plus ça qui prime que j'ai l'impression même l'unité qu'on doit avoir en Jésus. Eh bien, dites-nous en commentaire quel est votre regard là-dessus. Est-ce que vous y serez déjà à cette fameuse marche pour Jésus? Je dirais même, est-ce que vous y avez été, puisque l'émission elle sera diffusée quelques jours après? Mhm. Et est-ce que vous avez déjà ressenti cette forme, allez, disons, peut-être pas de culpabilité, mais d'empathie pour celles et ceux qui ne peuvent pas jouir de la même liberté que vous à cause d'une religion qui est peut-être un peu plus en marge? Et puis, on se fera un plaisir de lire vos commentaires et on atterrit pour clôturer cette émission sur un sujet sportif. On est aujourd'hui, du coup, la veille du lancement de la Coupe du Monde 2026 qui va se dérouler aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Ça sera l'un des événements sportifs, bien évidemment, les plus attendus de l'année, qui, pour cette édition, aura la particularité de se faire rencontrer 48 équipes. Mhm. Oui. Donc, c'est un nouveau format de compétition avec encore plus d'équipes et donc une couverture médiatique encore un peu plus large, puisque plus de pays concernés et présents pour cette phase finale de compétition. Alors, la question logique que j'aimerais vous poser, est-ce que vous pensez que la France pourra finir numéro un de ces 48 équipes, Cynthia? Ben, je l'espère bien sûr, et je crois qu'on a tout pour. Donc c'est totalement possible. Après, il ne faut pas aussi partir tout de suite gagnant. Les Coupes du Monde, et surtout avec le nombre d'équipes qu'il y a vraiment des surprises. En plus, on vient de sortir d'un match préparatoire où on a perdu face à la Côte d'Ivoire. Donc je pense que il faut quand même être vigilant, mais on a tout pour. On a une attaque quand même compétente, donc j'ai confiance. Yann, vous serez derrière les Bleus également pour suivre cette Tout compétition. à fait. Et on a toutes les armes aussi pour la victoire. Après, la difficulté, si je puis dire, d'une équipe comme la France, c'est que on part favori. Oui. Et donc, les favoris sont ceux qui sont attendus. Et c'est difficile, souvent, de tenir cette carrure. On est quand même finaliste de la dernière Coupe du Monde, champion de l'avant-dernière. Mais c'est On vrai a que des c'est pas grosses évident. épaules quand même. C'est vrai que la France aujourd'hui fait partie des équipes favorites. On est au sommet de la pyramide mondiale du football quasiment et on sera attendu
notre style de jeu est connu, nos joueurs évoluent tous dans les plus grandes équipes du monde, notre système de jeu n'a pas subi tant d'évolution que ça, mine de rien, au fil du temps. Et donc, peut-être qu'on sera un adversaire déjà maîtrisé, parce que ça nous permettra de passer ces différentes étapes et ce match supplémentaire avec ce nouveau format, une compétition plus longue. Bon, c'est ce qu'on va souhaiter pour l'équipe de Mais France. En attendant, on a pu se délecter des propositions musicales et artistiques. Vous savez, à chaque grande compétition de football, il y a l'hymne. Et puis, il y a eu une compétition qui s'est jouée un peu sur les réseaux sociaux entre la musique de Shakira, mais également la musique de Speed, le célèbre streamer américain, qui a proposé un titre qui a été vu des millions et des millions de fois plus que celui de l'hymne officiel. Bah, effectivement, après, Shakira, elle est déjà connue, elle a fait Waka Waka en 2010, donc La Coupe du Monde en Afrique du Sud. en Afrique du Sud, etc., malgré les polémiques, etc., sur la reprise de cette chanson qui existait déjà au Cameroun. Maintenant, c'est vrai que le choix de Shakira pour cette Coupe du Monde, je trouve qu'il n'est pas très judicieux, honnêtement. D'accord, pourquoi Parce que l'image, enfin, j'ai regardé le clip, etc. Et en soi, la chanson, c'est pas qu'elle est mauvaise ou autre, mais je savais qu'elle allait faire polémique par rapport à l'image qu'elle a donnée, parce que ça ressemble, je trouve même qu'elle s'est vraiment inspirée même de ce qu'elle a déjà fait en 2010, déjà, donc c'est du déjà C'est vu, du déjà du vu. déjà entendu. Ouais. Et même au niveau de la direction artistique, encore l'Afrique, pieds nus, des gens qui dansent. En fait, je savais déjà que, je savais déjà que ça allait faire Ils ont des polémique. chaussures aussi en Afrique. Voilà, exactement. Donc ça Santé. redonne une image de pauvreté, du colon qui vient sauver. Enfin, c'est ce que j'ai eu à voir sur les réseaux sociaux. Donc je pense pas que ça aurait été... Bon, c'était en duo avec Burna Boy, donc voilà, mais je pense que c'était pas le La bon choix. En tout meilleure, cas. Non, la meilleure DA. non. Et bon, effectivement. Et surtout, enfin, j'ai lu aussi quelques remontées là-dessus. La question se pose du choix de l'Afrique alors que la compétition se passe Aux aux États-Unis, voilà. États-Unis, sur le continent américain tout du moins. Bon, Mais comment vous expliquez justement ce choix-là, selon vous Mais parce que ça a fonctionné. Voilà. On va pas se mentir, en 2010, quand elle a fait Waka Waka, voilà, c'était mondial jusqu'à, je pense, des années après, jusqu'à même maintenant, si on met la chanson, tout le monde la connaît. Donc je pense qu'on s'appuie sur quelqu'un qui a un succès, qui a une carrière avérée. Maintenant, c'est du déjà vu, en fait, c'est ça le problème. Mais peut-être s'il y avait une innovation autre, mais là, le fait que on recycle un peu Oui, c'est ça. la carte de l'Afrique, c'est... C'est des codes marketing Voilà. qui ont fonctionné. Et on a les juste remis réutilisé. et- C'est vrai que moi, ça m'a interrogé, le fait que parmi les milliers et millions d'artistes que la planète comprend, et si on prend ne serait-ce que les pays qui ont... Et si on choisissait ne serait-ce qu'un artiste d'un pays participant à la Coupe du Monde, je me dis pourquoi avoir repris une artiste qui a déjà eu cet honneur de Exactement. chanter pour la Coupe du Monde. Bon, soit. On a parlé de l'Afrique et justement, ce nouveau format permet plus d'équipes africaines dans la compétition. On a le Maroc, le Sénégal, l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Cap-Vert, l'Afrique du Sud et la République démocratique du Congo qui s'est qualifiée justement Voilà. au barrage il y a quelques jours. Est-ce qu'il y a un espoir, selon vous, de voir enfin une équipe africaine remporter la Coupe du Monde? On a des sérieux challengers et compétiteurs. Euh, le Maroc, Ouais. malgré les débats concernant sa victoire La Le CAN. lors de la Ghana, dernière ouais, CAN. ouais. On a le Sénégal qui est excessivement Oui. talentueux en Bien ce sûr. moment. Est-ce que c'est l'année de l'Afrique finalement? Est-ce que ce clip de Shakira n'avait pas une portée prophétique? Je sais pas, il y a 10 nations africaines qui seront représentées à la Coupe du Monde. Mhm. Le Maroc, effectivement, fait partie du top 10 classement FIFA. Donc, ils ont des chances. Ils ont déjà fait, ils sont allés jusqu'en demi-finale. Donc, il y a quelque chose à mon sens, pour le Maroc. J'attends de voir. La France est dans la poule avec le Sénégal. On verra comment ça se passe. Après, il y a l'Irak et je crois que c'est la Norvège, les 4 équipes de la poule. Donc, ça devrait le faire pour les 2 autres. Mais en tout cas, France-Sénégal, Et puis, ce sera le premier match de l'équipe de France. Donc, Mhm. une entrée en compétition directement dans le degré d'intensité d'une phase finale de compétition mondiale. Et puis, on pense que si la France, effectivement, arrive à triompher du Sénégal au premier match, le reste devrait peut-être dérouler, puisque ce sont des équipes qui semblent être moins outillées que l'équipe de France sur le papier.
Après, voilà, pour avoir regardé le foot plusieurs fois, faut jamais se Oui, partir gagnant. Vraiment, les matchs et les équipes peuvent être imprévisibles. Et je crois vraiment que l'Afrique a une chance, honnêtement. Même quand j'ai vu le match avec la Côte d'Ivoire, des équipes vraiment prometteurs avec des jeunes aussi, hein. Donc, il y a champion du des. monde. Pourquoi pas? Ok. Pourquoi pas? On peut pas. Yann, je ne pense pas que Yann partage votre... Moi, je pense que Champion du monde, j'ai. tout est possible. c'est- Tout est Non. possible. Pour la Côte d'Ivoire? Non, je parle en général. Je parle D'accord. que c'est possible. Après, j'ai dit ça parce qu'il y a vraiment aussi des jeunes qui rentrent dans cette Coupe du Monde aussi. Oui. C'est la nouvelle génération. Déjà, c'est la fin pour Ronaldo et Messi qui représentent Bien un peu sûr. les anciens. C'est leur dernière Coupe du Monde. Il y a des nouveaux qui arrivent et tout ça. Je pense que c'est du vent frais et c'est possible. Tout est Vous possible. pensez à quelle nation Qui peut gagner la Coupe Oui. du Monde? Ben, en tout cas, j'espère. Moi, je suis Congo-Brazza, mais Non. je soutiens les voisins à fond. Donc, Vous surveillerez le je fleuve surveille le peuple en attendant. pendant que mes voisins vont gagner la Coupe du Monde. Et c'est leur première compétition, je crois, enfin leur première Après- phase finale de Coupe Ouais, du Monde. Hein. après plus C'est de pour ça que 50 vous ans. êtes venu en bleu ciel, du coup. Voilà. Voilà. Bon, Exactement. toutefois, on n'est pas à l'abri de surprise. Je pense pas, selon moi, je pense pas, parce que je pense qu'une compétition aussi longue, Ok. avec aussi un contexte particulier, c'est la première fois qu'on a une Coupe du Monde organisée sur 3 pays. Je crois que ça va se jouer beaucoup aussi à l'expérience. Mhm. Avec Ouais. un match de plus, Effectivement. des déplacements qui seront quand même très importants entre les 3 pays. On a quand même une superficie qui peut être couverte entre 2 matchs, entre le stade et l'hôtel, qui peut être aussi très importante. Moi, je crois que ça va peut-être plus se jouer à l'expérience. Et je suis pas sûr qu'on ait tant de surprises que ça, en tout cas sur le haut du tableau. Mhm. Bon, on attend d'être surpris On attend par de voir. ce qu'on verra sur le terrain. Effectivement. Et aussi pour l'équipe de France, bah, c'est la dernière Coupe du Monde pour Didier Deschamps. Donc je pense qu'il y a aussi un enjeu de finir en victoire, de finir bien, Sur une bonne note. sur une bonne note. Donc ça fait combien d'années? Je crois que ça fait quand même plus de 10 ans, Oh, hein, ouais, Didier une Deschamps. grosse dizaine d'années qu'il est là. Exactement. Donc il y a aussi cet enjeu-là. Et je pense que ça met quand même une certaine pression quand même pour quelqu'un qui est un entraîneur qui est champion du monde, finaliste 2022. On espère que ça va bien se finir en tout cas pour lui, quoi. Et puis le travail qu'il a fait en équipe de France, il est formidable. Oui, quand Il a même. pris une équipe quand même assez en lambeaux, on peut dire, Ah et oui. qu'il a réussi à l'emmener. Bon, c'est une équipe qui a toujours eu énormément de talent. La France s'est toujours placée parmi les meilleures Bien équipes sûr. mondiales, mais il a fait un travail extraordinaire. Maintenant, c'est vrai qu'il y a l'ombre de Zinedine Zidane qui planait derrière. Oui. Et malgré tout le respect qu'on a pour Dédé, on était tous quand même bon, dans l'attente qu'il Zinedine puisse Zidane laisser vienne, la place. bien Parce sûr. on sait qu'il sera son successeur. Il y a 99,9% de chances que ce soit Zinedine Zidane et on attend tout ça. Et puis moi, ce que je me disais, c'est que on aura peut-être en France un doublé avec la victoire du PSG en Ligue des Champions. C'est ça. Et puis 2 mois plus tard, la victoire de l'équipe de Incroyable. France. Bon, Incroyable. l'état du mobilier urbain parisien risque de s'en trouver mis Aïe, à aïe, mal, mais dans le cœur des supporters de Ouais, foot, ça ce serait une double joie vraiment en un été. Ce quand sera un même. été formidable. un été Ah, formidable. vraiment incroyable. Ça serait bien. Et si on faisait le point avec la politique, on sait que lors de la victoire de France 98, il y avait ce célèbre slogan Black Blanc Beurre et un élan d'unité nationale derrière la grande victoire. Bon, 20 ans après, c'était discutable. Mais est-ce que vous pensez qu'une victoire en équipe de France, une victoire de l'équipe de France à cette compétition peut avoir un effet positif sur le climat social qui est tendu à quelques mois d'élection, ou est-ce que à ce niveau-là, le Ah sport non. ne pourra plus rien faire? Non, non, non. Pour le climat social d'une manière générale. Le temps d'une soirée, je pense que tout le monde va faire la fête, Oui. tout le monde ensemble. Black Blanc Beurre sera repris dans les faits par les personnes qui célébreront. Mais chacun ira voter à gauche ou à droite. Là. Bah, le foot a toujours eu cette. C'est un sport qui arrive à fédérer, hein, donc Oui. ça a toujours eu cette force. Maintenant, comme Diane, ça dure malheureusement le temps d'une soirée, une semaine, et après. Surtout d'ailleurs si les footballeurs, je pense notamment à Kylian Mbappé, mais c'était pas le seul, commencent à entrer dans le sujet politique en donnant leur avis. C'est vrai que là, ça change aussi de la génération de 98, où voilà, le contexte de l'époque Centré faisait sur le que... foot, quand même. Mais oui, c'était Mm. des personnes centrées sur le foot. Et ça, je vous donne ma théorie. Hein. Ma théorie, c'est que la gloire, justement, j'ai cité de Zinedine Zidane, et sa renommée dans le pays, le fait qu'on l'a placé sur un piédestal, jusqu'à ce que même le président de la Fédération française a perdu son poste à cause de mauvaises déclarations à son égard, Mhm. je pense que c'était aussi parce qu'il parlait peu.
Ça, c'est mon avis. Ok, Il avait oui, un c'est pas quelqu'un qui tempérament, avait. Oui. oui, un peu plus introverti, un peu Mhm. plus flegme. Il s'exprimait avec son talent footballistique. Je crois que c'est ce qui a fait qu'il ait pu être aussi facilement adopté et apprécié par la nation. Je me pose la question de savoir si un Kylian Mbappé, avec ses prises de position, avec son Trop tempérament, avec bavard. trop bavard, est-ce que avec un talent identique ou un rôle identique dans l'équipe de France que celui de Zinedine Zidane, est-ce qu'il aurait été autant apprécié? Je ne sais pas. De toute façon, mais c'est même pas que dans le foot, ça c'est en général, hein, on apprécie plus les personnes qui se conforment. Donc, en réalité, l'analyse est pas mauvaise. Maintenant, c'est une déclaration. Je sais pas si Kylian Mbappé va continuer dans ce sens-là, mais Ah, je pense qu'il continuera à parler et encore parler. en fait, c'est parce que maintenant aussi, les footballeurs par rapport à avant, il y a la partie réseaux sociaux, la partie marketing, elle joue vraiment plus qu'avant. Les footballeurs avant, c'était vraiment, bah, ils étaient des footballeurs. Ils étaient Ouais, vraiment centrés sur le foot. Maintenant, même quand ils prennent pas position, quand il y a, je sais pas, quand il y a un événement, quand ils font pas de déclaration, Mhm. il y a des critiques par rapport à ça. Donc je pense Ils sont attendus. ils sont Mais attendus en c'est fait. le Ouais. sport d'une manière générale, hein, parce que Mm. là, on parle de Kylian, mais je pensais à Victor Wembanyama. Oui. La même chose pour ce qui s'était passé aux États-Unis. Il avait pris position. Là encore, on voit que les sportifs sont de plus en plus à l'aise pour avoir un avis. Au final, ce sont des citoyens comme les Bien autres, sûr. et donc Mhm. ils ont des avis politiques. Et je pense que c'est intéressant. C'est Ouais. un virage qu'on prend. Et Victor qui était venu lors de l'avant-match de son équipe avec sa tenue traditionnelle à l'occasion de l'Aïd. Ok. On l'a interrogé là-dessus, il a dit oui, c'est pour l'Aïd. Tout simplement. On voit aussi on va dire, cette nouvelle approche dans la communication, aussi de la génération Z, je pense, Bien sûr. qui est beaucoup plus à l'aise d'exprimer ses avis, même s'ils peuvent cliver ou les fermer à une certaine partie du public. Bon, on verra ce que ça va donner sur le champ sportif d'abord. C'est pour ça qu'on va les Mhm. regarder. Mais on verra également s'il y aura de nouvelles prises de position d'un camp ou d'un autre et quel effet ça pourra avoir, peut-être aucun. Donc, sur le climat social et sur le mobilier parisien. On Ah, n'espère pas J'espère trop. pas. on n'espère pas, c'est jamais des comportements qu'on peut cautionner. Mais oui, Bon, bien sûr. et si cette vidéo pourrait servir à encourager chacun à supporter l'équipe de France et à Rester célébrer la victoire en citoyen restant dans le responsable. cadre, oui, dans le cadre citoyen, et ben voilà, le message est passé. Je sais pas si il va changer l'état d'esprit de beaucoup de supporters, mais c'est vrai que ce sont des C'est choses, important. voilà, qu'on peut pas non plus cautionner. Mhm. Et bon visionnage de la Coupe du Monde à chacun de nous. Merci. Merci. Et à vous qui êtes en train de nous suivre, on est sur l'Interface, votre émission qui décrypte les enjeux de l'actualité nationale, internationale et religieuse, grand angle, tous les mercredis. À bientôt.